Après Christophe Galfard. Alors, Christophe, tu es très connu pour tes livres, dont tu nous dis que certains ont été ou sont des best-sellers. Le premier a été tout de suite un best-seller, n'est-ce pas? Et tu as travaillé longuement en Angleterre auprès de Stephen Hawking, avec qui tu as fait ta thèse. Ce qui est drôle, c'est que tu as hésité avant d'accepter son invitation à faire la thèse, ce qui est quand même montre que tu es aussi quelqu'un de très modeste. Les livres, vous pouvez les trouver en dessous tout à l'heure à la pause. L'univers à portée de main, écrit en 2016. E égale MC2, l'équation de tous les possibles, chez Flammarion. Et aussi des livres pour les plus jeunes, Le Prince des nuages, en 2015. Alors, Christophe, maintenant tu donnes énormément de conférences et en fait, j'aimerais que tu me dises ce que tu crois qu'il y a dans la tête de tous ceux qui nous regardent. Quelles sont les questions qu'on te pose finalement? Et je n'ai pas dit que tu avais une thèse, que tu es mathématicien au départ, surtout. Mais tu as un peu viré vers la physique quand tu as compris que ça faisait appel à l'intuition, ce qui est pas mal non plus, hein. Pour savoir ce qui se passe dans vos têtes, je donne une conférence de médium ce soir. Vous pourrez acheter des places à la sortie si vous voulez. Non, mais peut-être plus généralement par rapport à, plutôt que des questions que vous posez vous éventuellement, il y a quelque chose de particulièrement jouissif, je trouve, et d'humain dans cette curiosité qu'on a pour essayer de décrire le monde qui est autour de nous. Pendant des siècles et des siècles, les seuls outils qu'on a eu pour décrire le monde étaient nos sens, ces petites fenêtres qu'on a sur la réalité. À partir de ces sens-là, on a réalisé petit à petit que à certaines causes arrivent certains effets, plus ou moins. On a commencé à réaliser finalement qu'il y avait des lois dans la nature. Et ça, vous savez, dans les dîners, j'imagine que c'est pareil pour tous les autres scientifiques dans la salle, dans les dîners, quand vous asseyez, qu'on vous demande qu'est-ce que vous faites, que vous dites vous avez passé longtemps sur la physique théorique, vous voyez dans les yeux de votre voisin cette terreur qui s'installe en se disant 1, pourquoi moi, et 2, j'ai toujours été nul à l'école en physique. Et alors quand c'est à côté d'un artiste, en général je lui réponds j'ai toujours été nul en dessin. Mais l'idée c'est pas ça. L'idée c'est la curiosité qu'on a du monde qui est autour de nous. Ces lois, que vous ayez été bon à l'école ou que vous aimiez la science, etc., tout le monde en a conscience. L'exemple que je donne en général, c'est que si je prends un verre d'eau et que je vous le lance dessus, vous allez vous écarter. Pourquoi? Parce que vous avez tous le sentiment que le verre va vous atteindre si je vous le lance vers vous. Les lois qui sont derrière, la recherche de ces lois, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait définir la physique théorique. La recherche des choses qui se répètent dans la nature tout le temps. On a dû, pour répondre à ces questions-là, adapter un langage. Il se trouve que le meilleur langage qu'on ait jamais trouvé pour faire ça, ce sont les mathématiques. Ça pourrait être autre chose. Il se trouve qu'aujourd'hui, et depuis qu'on l'a découvert, c'est le meilleur langage qu'on ait jamais découvert pour approximer le réel. Le seul problème, c'est que ce langage ne correspond absolument jamais exactement à la réalité. Jamais. Pour plein de raisons. L'une d'entre elles, c'est que quelque expérience que vous allez faire, aussi poussée soit-elle, va toujours avoir une petite marge d'erreur. Si vous regardez par exemple le mouvement des planètes autour du Soleil, vous allez avoir une précision folle qui est bien supérieure à celle qu'avaient les contemporains de Newton par exemple. À l'époque de Newton, plus ou moins j'exagère un peu, mais les planètes tournaient exactement comme Newton l'avait prédit. Sauf une, Mercure, qui est plus proche du Soleil, qui est donc dans un champ gravitationnel plus fort et qui du coup a peut-être obéi à d'autres lois. Ce qui nous a mené à Einstein, etc. Ce que j'aime bien dans tout ça, c'est l'idée que petit à petit, on illumine des zones d'ombre qui sont autour de nous. On est minuscule en tant qu'être humain, en tant qu'être par rapport à l'univers. On est gigantesque par rapport à la physique quantique. En gros, on flotte entre deux infinis. Et à partir de cet endroit où nous flottons, petit à petit, on agrandit notre connaissance du monde. Quand je voyais des enfants, quand j'écrivais les livres pour les enfants, que j'allais dans les écoles tout le temps, il y en a certains qui me disaient « Mais à quoi bon apprendre Newton? C'est faux, Einstein est passé derrière. » C'est pas vrai. Einstein nous a offert une perspective plus grande. Newton n'est pas devenu faux. Newton est même devenu parfait quelque part, dans le sens où
On sait où Newton s'applique, autour de nous par exemple. On sait où ça s'arrête, parce qu'il faut changer. Et on sait ce qu'il y a derrière Einstein. Christophe, et on toi, sait tu sais où ça s'arrête, mais on ne sait pas toujours. Nous, non, mais c'est ça l'idée. C'est qu'on a une idée des énergies en jeu. On sait que si on est en dessous de telle énergie, en dessous de telle vitesse, en dessous de telle taille, de telle densité, Newton, ça marche très bien. Si on arrive trop vite, trop lourd, trop fort, je ne sais pas quoi, l'expérience ne correspondra plus à ce que Newton nous avait proposé. Mais on sait ce qu'il y a derrière. Je confirme que pour la navigation des sondes interplanétaires, Newton marche très bien. Ça marche parfaitement. Ça marche pas très bien. Sauf si vous voulez envoyer une sonde qui passe trop près du Soleil, par exemple, et revenir, là, ça ne marchera plus. Il va falloir corriger et utiliser donc ces outils plus précis, plus fins, qui changent effectivement notre vision de l'univers en entier, mais dont on n'a pas besoin pour comprendre notre quotidien, et qui se trouve être la relativité d'Einstein. Il y a quelque chose parmi ces mystères de notre univers qui font donc partie intégrante presque du langage utilisé pour décrire la nature. Ce langage, il a ses limites. À chaque fois qu'on a une théorie pour parler de notre univers ou de quelque chose, il va avoir des limites. Les mystères sont au-delà. Les mystères sont à l'instant où ces théories-là ne marchent plus. On a en gros 2 théories pour parler de tout ce qu'on sait aujourd'hui. Une pour le très petit, une pour le très grand. Pour le très petit, vous savez tous, c'est la physique quantique. Pour le très grand, on en parle depuis tout à l'heure, c'est la relativité générale d'Einstein. Ces 2 théories n'ont par exemple pas la même philosophie de ce que sont espace et temps. C'est pas les mêmes dans les deux théories. Pas du tout. À la limite, on pourrait se dire qu'on s'en fiche complètement. Il y a le très grand d'un côté, ok. Il y a le très petit d'un autre, ok. Le très petit est quand même rarement très grand, ça marcherait pas. Or, il y a au moins 2 endroits dans notre univers où le très grand était très petit, où le très petit vient du très grand, qui sont l'origine de notre univers, et les trous noirs. Donc on sait qu'il y a des limites à ces 2 théories que les scientifiques utilisent tous les jours, qui nous disent que il y a forcément quelque chose de plus. Il y a forcément des mystères qui apparaissent, et ces mystères sont ce que François et David recherchent dans leurs expériences, dans leurs calculs, dans la compréhension qu'ils essayent d'avoir du monde. Il y a un point vers ces mystères qui ne sont pas expliqués par les théories d'aujourd'hui. Christophe, tu viens d'évoquer le concept de trou noir. Ça serait bien que tu reviennes là-dessus et justement que tu réexpliques en quoi Hawking a été un de ceux qui a apporté quelque chose de nouveau sur cette, je ne sais pas si c'est seulement description, c'est compréhension du trou noir. Alors, et d'abord, qu'est-ce que c'est un trou noir ? Je vais peut-être faire quelques petits anachronismes dans ce que je vais raconter, mais je vais vous raconter ce qu'on sait à peu près aujourd'hui avec le recul de quelques décennies, disons. Dans la nature, donc, il y a plusieurs forces, disons, qui s'appliquent aux choses. Suivant ce que sont ces choses, différentes forces vont s'appliquer. Il y a apparemment une force, appelons-la une force même si ce n'en est pas une, qui est la gravitation. La gravitation qui est toujours attractive, qui attire toujours les choses les unes vers les autres. Si vous n'êtes pas en train de vous envoler là, c'est parce qu'il y a la gravitation de la Terre qui vous en empêche, qui vous attire vers le bas. Il existe, on le sait aujourd'hui, des objets dans notre univers qui ont une gravitation telle que, quelle que soit votre bonne volonté, votre énergie, votre puissance, quoi que ce soit, vous n'arriverez pas à en sortir parce que la gravitation est trop forte. C'est un trou noir. La lumière ne s'en échappe pas, rien ne peut s'en échapper. C'est l'inverse du vide, un trou noir. En gros, c'est du trop plein, trop d'énergie dans un volume trop petit. Ces trous noirs-là sont à la croisée de quasiment tout, dans le sens où c'est à la croisée de visions théoriques. On a le très grand et le très petit qui sont ensemble. On est à la naissance peut-être des galaxies, peut-être que David pourra nous en parler un petit peu après. Il y a peut-être des trous noirs primordiaux qui ont été créés et dont, si vraiment on avait des outils extraordinaires, on pourrait voir peut-être certaines traces lointaines dans notre espace et qui expliqueraient certaines choses. Certains d'entre eux, David en avait travaillé là-dessus il y a quelques années,
sont tellement gigantesques qu'ils sont peut-être à l'origine de la naissance d'étoiles dans des galaxies qui ne sont même pas proches de ces trous noirs-là. C'est à la croisée d'énormément de choses. Et c'est surtout ce qu'a fait Stephen Hawking, c'est surtout de travailler d'un point de vue théorique sur ces objets. Il est dans les années 1900. Bon, on va parler d'Hawking alors un peu, c'est ça ? Ok. Un petit peu. On va lui rendre hommage vu qu'il nous a quittés cette année. Si vous voulez, dans les années 1960-70, quasi tous les chercheurs travaillaient sur la physique des particules. Parce qu'on avait des expériences qui étaient en train d'être faites, on avait un terrain extraordinaire pour découvrir de nouvelles choses dans notre univers qui semblait correspondre aux expériences, des nouvelles particules trouvées partout, etc. Plein de prix Nobel à la clé, etc. Et on a un monsieur qui s'appelle Richard Feynman, qui est un grand scientifique dont vous connaissez certainement le nom, qui après être allé à une conférence sur la gravitation à ce moment-là, a écrit une lettre à sa femme en disant « Je suis donc à une conférence sur la gravitation, il y a que des crétins ici, entre parenthèses 126, ils étaient 127 avec lui, dans cette truc. Aucun esprit brillant ne travaille sur la gravitation car il n'y a pas d'expérience. Rappelle-moi de ne pas revenir à une conférence sur la gravitation, c'est mauvais pour ma pression artérielle. » Ça donne un peu le ton par rapport à ça. Et pourtant... Encore un modeste. Oui, enfin lui, c'est un des plus grands génies de tous les temps, donc manque de peau. Bref. On l'adore tous. On l'adore tous. Si vous n'avez pas lu Feynman, lisez-le. À peu près à la même époque, il y a une école anglaise, disons, qui s'est créée, qui travaillait sur la gravitation et sur ces objets extraordinaires que sont les trous noirs. Objets qui, voilà, d'un point de vue gravitationnel, sont des prisons éternelles. On tombe, on ne ressort pas. Je vous le fais rapidement. Steven s'est dit qu'il y avait peut-être des trous noirs qui sont nés au tout début de notre univers, lorsque tout était extrêmement dense. Ces petits trous noirs, des petits trous noirs primordiaux devraient être apparus. Pour les analyser, si vous voulez, il a envoyé, vu que c'est petit, il a envoyé des particules quantiques dans sa tête pour essayer de déterminer comment elles pourraient interagir avec le trou noir. Il pensait qu'elle disparaîtrait à l'intérieur comme tout le reste et que voilà, il pourrait voir ce qui se passe. Manque de peau, ces calculs ne lui disent pas ça. Ils disent qu'une particule quantique lancée dedans ressort en partie. Donc on pourrait ressortir des trous noirs. Pas grâce à la gravitation, mais grâce à des effets quantiques. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle la radiation de Hawking qui dit que les trous noirs s'évaporent petit à petit. Cette formule qu'il a trouvée, qui s'appelle la température de Hawking, la radiation de Hawking, ce que vous voulez, est pour moi la plus belle formule qui existe de nos jours en physique. Parce que, si vous voulez, chacune des disciplines existantes en sciences est représentée par souvent une lettre. Si vous voyez un G, c'est qu'il y a de la gravitation. Si vous regardez au hasard des formules sur un mur de scientifiques, si vous voyez un G, quand ils mettent pas ça égal à 1, mais si vous voyez un G, c'est qu'il y a de la gravitation. Quand vous voyez un H avec une petite barre dessus, c'est de la physique quantique. S'il y a un C, c'est que vous êtes proche de la vitesse de la lumière. S'il y a un K, c'est que vous êtes en statistique, en thermodynamique. L'équation de radiation des trous noirs possède toutes ces constantes. C'est la seule connue aujourd'hui qui réunit toutes les théories connues de science d'aujourd'hui. C'est le seul résultat qu'on a de cette théorie mystérieuse qu'on appelle la gravitation quantique, qui expliquerait peut-être, en tout cas qui serait une direction vers la compréhension de l'origine de notre univers à sa source, etc. Donc ça, c'est grâce au trou noir qu'il a trouvé ça. Ensuite, juste pour revenir 2 secondes pour dire autre chose qu'il a fait dans sa vie, et qui va rejoindre à peu près juste avant ce sur quoi travaillent François et David, et encore un peu plus sur ce sur quoi travaille Francis, c'est que, si vous voulez, en physique, pour décrire quelque chose de manière un petit peu caricaturale, on a donc besoin d'une loi. Si je vous lance quelque chose, il faut que vous ayez une loi qui vous dise comment ça va aller. Mais maintenant, si vous fermez tous les yeux et que je vous lance quelque chose, votre loi, elle vous servira à rien. Vous savez pas d'où je pars, c'est pas avec votre loi que vous trouverez où ça va tomber. Donc il vous faut une condition initiale, un endroit d'où vous partez. Pour une flèche, pour un verre, pour n'importe quoi qui est autour de nous, on peut refaire l'expérience 1000 fois, 1 million de fois, vérifier si notre équation, si notre condition initiale fonctionne. Comment on fait pour l'univers ? On a peut-être trouvé des lois, les lois sur lesquelles toutes les personnes qui sont ici travaillent, de gravitation, qui vont nous permettre d'avoir une évolution de quelque chose, mais on part de quoi ? Ce dont quoi
l'image de Planck que vous avez tout à l'heure, c'est d'une certaine manière une condition initiale. Vous partez de ça et une fois que vous avez ça, vous arrivez jusqu'à nous. En tout cas, vous essayez d'arriver jusqu'à nous avec l'apparition des galaxies, des étoiles, de la vie, rapidement. Mais avant ce Planck, avant cette image du satellite Planck, pardon, on peut remonter un petit peu plus loin grâce à des lois qu'on a testées dans les accélérateurs de particules. Mais si on veut vraiment se dire, je veux créer un univers entier dans ma tête, le faire évoluer et arriver jusqu'à nous. Est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, pour faire ça, il nous faut une condition initiale, une origine à notre univers. Jusqu'à peu près en 1982, personne n'avait fait ce pas. La première fois qu'une proposition de condition initiale à notre univers entier a été donnée, c'est par Hawking et un de ses collègues, ensuite en papier, qui s'appelle Jim Hartle de l'Université de Santa Barbara, qui ont proposé une équation, une formule mathématique correspondant à une condition initiale de notre univers. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il a publié ce papier dans les Annales du Vatican, qui a accepté, et dont la dernière phrase est « Mais où est donc la place pour Dieu dans tout ça ?» Et je trouve ça assez chouette des deux côtés d'avoir publié là et accepté la publication. Donc on a, depuis 82, on est rentré dans une autre ère aussi. Il y a plein de trucs qui se sont passés récemment, hein. Mais ça, c'est philosophiquement, l'idée de déterminer, de comprendre la création de notre univers mathématiquement est entrée dans un domaine scientifique, théorique. On est loin d'avoir quelques expériences permettant de vérifier ça. Cela dit, ça a évolué depuis, et c'est cette vision-là de l'origine de notre univers aboutit, ou aboutira bientôt, on l'espère, à des expériences potentielles vérifiables sur des images telles que celles de Planck et ce genre de choses. Si vous voulez, je peux vous faire tourner la tête 2 secondes, enfin, pas vous, mais à vous, 2 secondes. Vas-y, fais-nous tourner la tête. Cette image de comment est né l'univers. Au début, Hawking il s'est dit, ok, l'univers était très petit à l'époque, et étant très petit, on peut y introduire des notions quantiques, des notions du très petit. L'une d'entre elles, développée par Feynman et avant lui par le grand-père scientifique de Hawking, s'appelle Dirac, qui était le grand-père parce que c'est le directeur de thèse de son directeur de thèse. Donc il y a Dirac qui est arrivé et qui nous a dit qu'en gros, vraiment caricaturalement parlant, si on ne regarde pas ce qui se passe, toutes les possibilités existent. Si on ne peut pas avoir accès à l'origine de notre univers, toutes les possibilités qui sont avant existent aussi. Ça, c'était dans les années 80, il est parti de ça, Hawking, toutes les possibilités existent, et puis on avance à partir de là, et on aboutit à certaines choses. Ça marche pas trop. Mais récemment, il a changé un petit peu d'avis, et au lieu de mettre ce on ne sait pas à l'origine de notre univers, il l'a mis plus loin, plus proche de nous dans le temps. Donc on a une sorte de surface, un peu comme celle de Planck que vous avez vue tout à l'heure. On a une surface qui est la limite au-delà de laquelle on ne sait plus ce qui se passe. Et là, vous allez avoir l'ensemble des univers possibles qui aboutissent à nous ici. Vous allez avoir une sorte de somme de vision de l'univers dans laquelle tous les passés potentiels historiques ont existé pour aboutir à nous. Je vous laisse réfléchir à ça avant de vous endormir.